Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la suite du dossier sur la comparaison des différentes manettes par génération de consoles. Alors aujourd'hui on va attaquer la quatrième génération de consoles qui comprend notamment la PC Engine, la Mega Drive, la Super Famicom, la Neo Geo AES et la Neo Geo CD, ainsi que la Philips CDI que je n'ai pas en ma possession parce que ici à Taïwan je n'en ai jamais vu. Voilà. Et en plus, honnêtement, c'est une console qui ne m'intéresse pas. Voilà, je le dis clairement. Donc même si faut vraiment que je l'ai à un prix au ras des pâquerettes pour pouvoir vraiment la prendre, mais sinon c'est une console qui ne m'intéresse absolument pas. Donc on va commencer par la PC Engine. Alors la PC Engine, nous avons cette manette. Alors je ne sais pas si c'est la manette d'origine de la PC Engine blanche, parce que je sais que cette manette ressemble très fortement à la manette d'origine, mais je me rappelle plus s'il y avait ces deux boutons sur la manette d'origine de la PC Engine qui sont les boutons turbo. Parce que vu la couleur de la manette, celle-ci, il me semble plus que ce soit la manette de la Graphics. Mais donc du coup j'ai un petit peu voilà, je pense pas que ce soit la manette originale. Déjà au niveau de la couleur ça ne l'est pas, mais je ne sais plus s'il y avait les boutons sur la manette originale de la PC Engine qui était sortie donc en 1987 ou 1988. Donc que dire de cette manette? Bah, écoutez, la croix directionnelle, elle est franchement bof, très très bof. On n'a pas l'impression de cliquer ou d'appuyer sur une direction. On n'a pas cette sensation vraiment de clic, euh, de, de fait qu'on fait vraiment une action sur le bouton. On n'a pas du tout cette sensation. On a l'impression qu'il n'y a rien dessous. Donc c'est un petit peu désagréable au niveau du toucher. Les boutons Select et Run sont plutôt bons et les deux boutons de la manette, eux, sont aussi très réactifs et plutôt bons. Le câble sort par en haut et au milieu, donc ça c'est plutôt bon. Le design de la manette est un peu trop carré à mon goût, même si elle casse moins les doigts que la manette de la NES, ça reste quand même trop anguleux à ce niveau-là. Et aussi l'aspect un peu rugueux du plastique fait vraiment une sorte de... Enfin, le toucher est vraiment pas agréable de cette manette. Mais la chose qui pour moi est le plus critiquable sur cette manette, c'est vraiment le câble. Alors le câble a l'air d'être quand même de très très bonne qualité puisqu'il est extrêmement rigide. Je pense que c'est un câble qui ne pourra jamais quasiment se casser tellement il est rigide. Mais regardez, on peut faire quasiment des formes. Vous voyez, ça reste quand on peut faire des W, on peut faire des lettres quasiment, tellement le câble est rigide. Et aussi le problème de cette manette, c'est la longueur du câble qui fait 1 mètre et le port manette qui est un petit peu trop fragile dans le sens où, vu que le câble est très rigide, ben, la moindre contrainte sur le câble fait une force extrêmement forte sur le port manette et ça a un petit peu tendance à se déchausser du port manette. Voilà, donc je trouve que la manette de la PC Engine pour l'instant c'est pas vraiment un avis positif sur cette manette. Alors il y a eu d'autres manettes qui sont sorties, notamment la Avenue Pad à 6 boutons que je vous présenterai avec la PC FX. Alors c'est pas vraiment la même manette mais ça y ressemble, qui était quand même de meilleure qualité, un peu plus fonctionnel et aussi avec un câble plus long et beaucoup moins rigide. Là le câble est vraiment vraiment trop rigide, ça c'est l'un des gros points noirs de cette manette. Ensuite, je vais partir sur la Sega Mega Drive. Alors, la manette que vous voyez ici, c'est pas la manette d'origine normalement, puisque évidemment vous n'aviez que les boutons ABC. Voilà. Mais globalement, comme il n'y a rien qui change à part ces boutons-là et le bouton mode qui est ici, au niveau des câbles, au niveau du design, au niveau des boutons, de toute l'architecture de la manette, il n'y a rien qui change. Donc il faut faire abstraction des X, Y et Z en fait. Alors cette manette, c'est de la manette version japonaise qui est plus fine, un peu plus design que la grosse manette de la Mega Drive que je pouvais avoir moi quand j'étais petit sur ma Mega Drive française, européenne. Mais globalement, on retrouve les sensations qui sont exactement les mêmes. Le bouton Start au milieu, la croix directionnelle qui cette fois-ci est largement bien remaniée par Sega par rapport à la Master System, qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus précise, même si pour moi, je reste persuadé que la croix directionnelle en forme de croix reste la meilleure réponse et la meilleure technique possible pour les croix directionnelles.
On peut voir quand même que Sega a fait un énorme effort sur cette croix qui est beaucoup plus agréable à utiliser. Les boutons ABC sont voilà, ils sont cliquables de manière très rapide. Il n'y a aucun problème. Ils sont très agréables au toucher aussi. Ils ne sont pas trop durs, pas trop mous. Ils ont une bonne remontée. Donc pas vraiment grand-chose à reprocher à cette manette. Au niveau du design, bah écoutez, on prend la manette plus, voilà, on va dire que l'ergonomie est plutôt bonne, hein. On n'a pas vraiment de crampes. Ça suit un petit peu les mouvements de la main. On peut voir quand même qu'il y a eu un effort aussi à ce niveau-là. Pour le câble est assez long, il doit faire il doit faire plus d'un mètre, en tout cas, ça c'est sûr. Et le port, c'est le port exactement le même que sur la Master System, avec un port qui généralement ne pose aucun problème dans le sens où ça ne se décroche pas. Le câble sort par le haut et par le centre de la manette, donc du coup ça c'est un bon point. Voilà pour la Mega Drive. Ensuite, la Super Famicom. Alors la Super Famicom, on a une manette qui est l'une des références des manettes. Pour moi, je pense que c'est l'une des meilleures manettes qui ait pu sortir de toutes les consoles. Évidemment, quand on fait la proportion des consoles, évidemment, si on me sort que la manette de la Xbox One est beaucoup mieux, c'est pas comparable. Je dis que proportionnellement par rapport à la génération de consoles, je trouve que cette manette est vraiment la plus réussie. La croix directionnelle est excellente. On a vraiment une sensation là, même si c'est très léger, on sent qu'on clique, on sent qu'on fait un mouvement sans aucun problème. Bon, les boutons Select et Start sont très bons aussi, mais bon, c'est un moindre effet, c'est pas très grave, même s'ils étaient plus durs, ça n'aurait pas été vraiment handicapant. Et surtout les 4 boutons A, B, X, Y qui sont d'une précision redoutable. Vraiment, on a le dessous du pouce, vraiment, on peut vraiment sentir quasiment le clic avec un léger appui du pouce, c'est vraiment très agréable. Et les 2 gâchettes L et R, qui étaient aussi quelque chose d'assez révolutionnaire pour l'époque, puisque la Mega Drive, elle, il faut quand même pas oublier qu'elle n'avait que 3 boutons et aucune gâchette. Là, la Super Famicom ou la Super Nintendo, comme vous voulez, elle avait sorti donc 4 boutons, plus 2 gâchettes, plus un bouton Select. Je pense que ça a aussi contribué au fait que Sega était toujours en retard par rapport à ça. Comment c'était possible d'être autant à la rue? Même après avoir sorti la manette 6 boutons, la manette 6 boutons était encore en deçà d'une manette de Super Nintendo. Donc les boutons L et R qui sont cliquables juste ici, sans aucun problème, et qui sont cliquables juste aussi ici, sans problème. Donc le bouton est cliquable sur 100% de la largeur des gâchettes, et ça c'est vraiment très agréable. Au niveau de la prise en main, bah, c'est quasiment du parfait. On a vraiment la manette de manière précise. Tous les boutons sont accessibles. Bon, moi, comme j'ai des petites mains, le bouton Select et Start sont un peu plus chiants à aller chercher avec les pouces. Mais bon, ça, c'est surtout parce que j'ai une petite main. Mais globalement, c'est quand même l'une des meilleures manettes qui a été faite. Le câble sort par le milieu et en haut aussi. Donc ça, c'était vraiment le truc de base. Le câble est assez court, il fait 1 mètre. Alors que bizarrement, puisque j'ai la manette version américaine aussi, alors qui ne change pas grand chose, sauf que ici les boutons sont creusés, à la différence de la Super Famicom où tous les boutons sont bombés. Ici vous avez le XY qui sont des boutons creusés. Je pense que ça a été fait surtout pour faire la différence par rapport aux couleurs, parce qu'ici en fait les couleurs n'existent pas, vous n'avez pas le vert, le bleu, le jaune et le rouge. Donc vous avez 2 boutons AB qui sont bombés pour bien faire comprendre que c'est les boutons bombés, et les boutons XY qui sont creusés pour, au niveau de la sensation, savoir qu'on est sur XY et non pas sur A ou B, et par rapport aussi aux couleurs. Mais par contre, ce qu'on peut noter, c'est que sur la Super Nintendo américaine, le câble fait 1 mètre de plus. Le câble fait 2 mètres. Le câble est juste extrêmement grand sur la version américaine. Voilà. Ensuite, on part sur la Neo Geo AES. Alors, la Neo Geo AES, je vais le faire très rapide. Pour moi, ça, c'est pas une manette. Évidemment, c'est un stick arcade. Donc, je peux pas vraiment comparer les manettes avec ça. Ça reste un truc juste énorme. Pour tout ce qui est jeu d'arcade, on prend un plaisir énorme à jouer avec ça.
Bon, il faut quand même jouer à plat, évidemment. Vous pouvez pas jouer comme ça. C'est quasiment impossible de jouer comme ça. C'est pas une manette faite évidemment pour jouer à des jeux comme Mario ou comme Sonic. Ce serait quasiment impossible d'avoir la précision d'une manette de Super Nintendo pour jouer à Sonic avec ça ou pour jouer à Mario avec ça, ce serait quasiment impossible. Donc ça, je vais la mettre à part. Mais en tout cas, c'était le stick qui était vendu avec la Neo Geo AES, qui est excellent, mais que je ne considère pas vraiment comme une manette. Par contre, la Neo Geo CD, elle, avait une manette qui est ici, voilà, avec son stick qui était vraiment très très bon, et on avait aussi la sensation fluide et aussi la sensation de bien choisir sa direction. Donc ça, c'était vraiment l'avantage, avec le petit point ici sur le bouton pour bien savoir où on est. Donc là on est en haut, on sait qu'on est en haut, donc on a un petit repère au niveau du pouce pour savoir où on est par rapport à la surface du stick. Ensuite, les boutons A, B, C, D qui sont vraiment très très bons, mais alors excellents. Je pense qu'ils sont même meilleurs que sur la Super Famicom, pour vous dire à quel point ils sont bons. Ils sont vraiment d'une précision absolue. Un bouton Select, un bouton Start, voilà, qui sont l'un sur l'autre. Le câble est au milieu et en haut, donc qui est quasiment la panache de toutes les manettes de cette époque. Le câble est d'une qualité exceptionnelle, la qualité du caoutchouc est vraiment exceptionnelle, et puis vous avez aussi une longueur de câble qui est plutôt bonne, je pense à peu près 1m30, 1m20, peut-être 1m50, je ne sais pas à vue d'œil, mais en tout cas plus d'1 mètre. Donc vraiment très très bonne manette, la prise en main est bonne aussi, ça prend bien la pomme, et là par contre j'ai accès à toutes les touches de manière, je pense, un peu plus aisée pour moi et pour mes pouces. Voilà. Donc maintenant, si je dois faire un classement des manettes, alors je prendrai la manette de la SNK Neo Geo CD. Alors évidemment, cette manette, on peut la brancher aussi sur la AES, hein, c'est pas un problème. Donc je prendrai cette manette en premier, même si évidemment, ça reste quand même une manette de luxe pour l'époque, puisque c'était peu de gens avaient accès à cette machine. En deuxième, évidemment, mais pas très loin de celle-ci, parce qu'il faut quand même reconnaître que la manette de la Super Famicom était une manette exceptionnelle. Ensuite, je prendrai la Mega Drive. Et pour terminer, je prendrai la manette, on va dire la manette basique de la NEC PC Engine. Voilà pour mon classement Neo Geo, Famicom, Sega et NEC PC Engine. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur la 5e génération qui comprendra aussi beaucoup de machines. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut à tous.